the great opportunity for reset. We believe is needed is a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. This is a time for a great reset. Ou le grand ménage. Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de ERFM. Alors oui, c'est une émission de radio en couleur, c'est un peu la spécificité de cette nouvelle formule que nous avons lancée à l'initiative d'Alain Soral, qui est présent parmi nous. Alain, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes également en présence de Xavier Poussard, le directeur de la rédaction de Faits et Documents. Bonsoir à tous. Également de Yann Purdom, directeur de l'antenne de ERFM. Bonsoir. Nous avons conçu cette émission, Alain, nous la voulions intituler Le Grand Reset ou Le Grand Ménage. Ce sera une série de plusieurs émissions qui se feront suite et qui seront un petit peu éditées au fil de l'eau entre maintenant et le printemps prochain. Et vous avez voulu concevoir ces émissions, je dirais, de manière assez thématique pour que nous puissions faire le tour de la question. C'est vraiment l'objet de cette émission, ce sera de faire le tour de la question du Grand Reset. Alors, à cette occasion, nous inviterons également d'autres épées de la dissidence. Je me réserve les noms pour l'instant, mais nous vous réservons quelques surprises. Nous allons faire le tour de cette question, d'abord en faisant une sorte de préhistoire du Grand Reset, c'est le thème de ce soir, et puis nous ferons le tour thématique de ce Grand Reset avec différents sujets, différentes thématiques comme Big Tech, Big Pharma, évidemment, nous parlerons du Covid, et puis nous parlerons aussi des perspectives que nous promet ce Grand Reset. Alors Alain Soral, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais envie, avant de vous interroger, de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme événement annonciateur de ce qu'on appelle désormais le Grand Reset? Quels événements pouvez nous mettre sur la piste de ce qui est en train de se produire? Je peux déjà rappeler qu'en 2011, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait Comprendre l'Empire et dont le sous-titre était Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et on est quand même bien dans cette séquence qui en fait s'appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial avance et ce qu'on peut remarquer, c'est que comme toujours d'ailleurs les phénomènes historiques, ça avance lentement et puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le saut qualitatif, le bond. Et là, il semblerait que, à partir d'une situation qui évoluait ou qui pourrissait selon la façon dont on la juge depuis quand même longtemps, enfin au moins depuis la crise des subprimes, depuis 2008, ça pourrissait, ça avançait lentement. On avait des signes comme quoi la crise structurelle, puisque là on va parler surtout d'économie et de finances, s'aggravait. Et on disait bon, ça tient encore, ça tient encore, ça tient encore. Parce que moi, je pensais en gros que ça pèterait vers 2012. Il y avait une espèce d'année symbolique qui était 2012, que j'avais sorti mon bouquin en 2011. Et puis ça a traîné. Je me posais même la question à un moment donné, je disais même à Jovanovic, finalement, tous les jours, on annonce que ça va péter, puis ça fait quand même depuis 2008 que ça tient. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose là qu'on est en train de vivre, et qui est arrivé évidemment de manière un peu masquée, c'est-à-dire ça s'est appelé la grande crise du Covid. Mais il est évident pour moi que ce qu'il faut comprendre par le Grand Reset, c'est le moment où le nouvel ordre mondial qu'on appelait la mondialisation et qu'on nous présentait au départ comme une mondialisation heureuse, nécessaire, rationnelle, inéluctable au sens attalien, au sens de main qu'on voit bien. Aujourd'hui, on est en train de nous l'imposer de force, non plus par une stratégie de séduction ou de persuasion, mais par une stratégie de peur, de terreur. Ça serait comme ça qu'il faudrait poser l'objet. Alors après, si on veut avoir des dates importantes, si je veux faire une présentation un peu plus historique, rappelez-vous qu'en 1992, je crois, Fukuyama avait sorti un bouquin qui s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme. Et c'était un peu de dire qu'avec l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire l'alternative communiste, le marché, la logique du marché, c'est-à-dire le libéralisme, était devenu une évidence et en fait était devenu la fin des tâtonnements idéologiques et le passage, à l'évidence et au réel. C'était ça l'idée. Et en fait, cette espèce d'éternité qui nous était annoncée, c'est-à-dire qu'à partir de 2012,
de 1992 plutôt, il y avait plus de... Le monde était le monde libéral et il n'y en avait plus qu'un. Et bien finalement, c'est ce qu'on a appelé une courte éternité, puisque 16 ans après, en 2008, il y a eu cette crise des subprimes qui nous a pété à la gueule. Et là, il faudra qu'on insiste là-dessus, on a nos spécialistes, qui était en fait la preuve que l'économie libérale, qui, faute d'adversaires, était devenue entre-temps dérégulée, déréglementée mondiale, c'est-à-dire le marché s'était étendu et avait fait tomber toutes les barrières qui limitaient sa toute-puissance, et avec cette marche en avant et cette extension, se sont aussi exacerbées ces contradictions internes. Parce qu'en fait, ce que l'effondrement de l'URSS a masqué, c'est que l'URSS est tombé du fait de ses contradictions internes. Le socialisme réel s'est effondré du fait de ses contradictions internes, mais ça n'a pas pourtant aboli les contradictions internes, on va dire, du capitalisme, pour être un peu marxiste. Et en 2008, elles nous ont quand même pété à la gueule. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2008, il y a eu un diagnostic qui a été fait par tout le monde, qui était trop de création de fausses monnaies, trop de finances, danger de la déréglementation, de la dérégulation, etc., etc. Et ce qu'on a vu là, c'est que les puissants, puisqu'on a bien compris que le monde capitaliste et le monde de la finance étaient devenus le dominant politique, ils n'ont plus personne au-dessus d'eux, c'est eux qui décident de la politique, au lieu de corriger le tir en retournant à des pratiques plus raisonnables, je ne vais pas trop déflorer le sujet, on continuait à aggraver les choses. De plus en plus de faux dollars, de plus en plus de dettes irremboursables, de plus en plus de profits financiers virtuels, etc., etc. Comme si, en fait, le fait que ça tient sur le plan de la démonstration, on va dire, mathématique, faisait que le réel allait suivre. À un moment donné, on a eu un monde inversé, c'est-à-dire qu'on est passé des mathématiques au service de l'économie aux mathématiques qui produisent purement et simplement de la magie économique. Et à un moment donné, il s'est passé une deuxième date, c'est 2014, je crois que c'est Madame Lagarde qui a annoncé, dans un espèce de discours un peu kabbaliste à base de Reset 777, qu'il faudrait, elle a annoncé la date en 2021, procéder à un grand reset, c'est-à-dire une grande réinitialisation. My last R is reset. We seeing as necessary going forward a reset in the area of monetary policies. Ce qui voulait bien dire que les tenants même du capitalisme financier mondialisé admettaient qu'ils étaient arrivés au bout d'une logique et qu'il faudrait à un moment donné faire une réinitialisation, c'est-à-dire une remise à zéro des compteurs. Alain, est-ce qu'on peut faire coïncider cette crise présente avec ce que le marxisme ou la critique, plus globalement la critique du socialisme, a formulé comme la crise terminale du capitalisme? Est-ce que ce sont deux événements, uniques? Est-ce qu'il s'agit d'un seul événement ou est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes? Moi, je me méfie toujours quand on parle de crise terminale. C'est-à-dire qu'en général, l'histoire montre que c'est jamais terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, d'abord, l'outil marxiste est très utile pour comprendre ce qui se passe en ce moment, puisque là, je peux faire une remarque importante, c'est que des gens pensent qu'on est en train de passer du capitalisme au communisme en douce. Alors qu'en réalité, quand on lit Marx, on se rend bien compte que Marx annonce bien que les contradictions internes de la logique du capital, ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation, amènent à une concentration maximale de capital dans des mains de plus en plus réduites, donc à quelque chose de dictatorial. Où là, je vais faire une deuxième remarque, c'est que beaucoup de gens ont cru, parce que ça les arrange, notamment les libéraux, que 1984 d'Orwell, puisque c'est très présent en ce moment, Le meilleur des mondes, 1984 d'Orwell, beaucoup de gens ont cru que 1984 d'Orwell décrivait et ne décrivait que la société soviétique. Et donc, ils disaient, le communisme soviétique amène au totalitarisme, et donc la liberté, c'est le libéral. Alors qu'en réalité, dans le livre d'Orwell, c'est assez présent, il décrit une dérive totalitaire qui englobe aussi bien le système capitaliste que le système socialiste, qui sont les deux faces d'une même médaille en réalité. Et là où je veux bien poser le débat dès maintenant, c'est que nous n'assistons pas à une révolution en douce communiste. En fait, nous assistons à ce que Marx a décrit, c'est-à-dire la dérive de l'accumulation capitaliste qui, fatalement, arrive à la fin à quelque chose qui est l'inverse du marché libre et non faussé, mais qui est une dictature oligarchique totale, avec en plus une guerre civile généralisée. Il montre bien le tous contre tous, l'aliénation maximale par le fétichisme de la marchandise, etc., etc. Donc là, moi, j'incite les gens à retourner à Marx et à bien comprendre que c'est pas parce que le socialisme est tombé de ses contradictions internes que ça a annulé les contradictions internes du capitalisme, car je le rappelle, si dans une logique de
de logique des ensembles, le communisme, le socialisme n'est qu'un moment en fait du capitalisme. C'est un moment où des gens, en critiquant les contradictions internes du capitalisme, ont essayé de produire une offre alternative, mais en réalité, le communisme, dans sa naissance comme dans sa mort, n'est qu'un moment de la grande épopée du capital. Puisque je rappellerai simplement que s'il y a eu la critique du capital, c'est parce qu'il y a eu le règne du capital. C'est parce que la société bourgeoise a pris le pouvoir sur le monde occidental et des gens ont produit une critique de cette société. Et donc, en fait, le communisme est un chapitre en réalité du capitalisme. C'est un moment critique qui échoue, mais ça ne remet pas en cause les contradictions du capital. C'est là où il faut pas qu'on tombe dans le piège et l'arrogance de ce que j'ai entendu récemment sur Radio Courtoisie. Un autre message ? Je pense depuis un certain temps que nous sommes dans un pays communiste. Certains adoptent un comportement de capot, cordialement. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Et un autre message, cette réinitialisation est en vérité le retour d'une société qui fonctionne sur un mode communiste. C'est le communisme qui revient, comme si Soros, Attali, Minc s'étaient convertis en douce au léninisme. C'est pas comme ça que ça marche. Et deuxièmement, de comprendre que même si l'URSS est tombé, il s'est tombé parce que ça méritait de tomber, la dérive de l'accumulation et la dérive du capital a continué. Et là, on est arrivé à un tel niveau de contradiction et de dysfonctionnement que les tenants du capital sont obligés eux-mêmes d'abolir, je dirais totalement, les lois du marché, d'une certaine manière, alors qu'avant, ils les avaient truquées et aménagées. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le libéralisme concurrentiel à l'ancienne, c'est-à-dire le marché libre et non faussé. On était déjà dans du monopolisme, on était déjà dans des processus comme ça de trust, de développement inégal, toutes ces choses qu'on étudie quand on étudie l'économie marxiste. Et là, on est arrivé à un tel niveau qu'effectivement, les tenants du capital, qui sont aussi les tenants du politique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids. Ils ont pris les pleins pouvoirs. Et ben eux-mêmes, leur alternative, c'est soit ils admettent qu'il faut qu'ils rendent leur tablier et que ça veut dire que l'économie passe à nouveau sous contrôle du politique et donc de la morale, pour citer Aristote, c'est-à-dire que l'économie redevienne une branche de la morale d'une certaine manière, soit ils passent à la dictature totale, ils enlèvent le masque de soi-disant des règles du marché et de leur axiomatisation et de tout cet habillage mathématique pour faire croire que tout ça est scientifique, alors que c'est quand même un rapport de force et une domination. Et ils passent en fait à la dictature. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire à mon avis, mais ils peuvent pas dire, voilà, nous, maintenant c'est la dictature des tenants du marché et on s'assoit sur le libéralisme. En réalité, on s'en fout. Donc, ils sont obligés de passer par des biais, des masques. Et ces masques, on le sait, c'est soit le terrorisme islamique, depuis 2001, soit le réchauffement climatique anthropique, je dis bien anthropique, soit effectivement la pandémie virale, qui sont quand même 3 stratégies de soumission par la terreur et qui se prétendent à chaque fois en dehors de l'économie et n'ayant rien à voir avec l'économie, alors qu'elles sont motivées par une crise économique que je dirais terminale, même si le mot terminal, c'est toujours terminal d'un moment. Voilà. Je crois que là, j'ai posé le décor. Merci Alain. Écoutez, vos réflexions me font immédiatement penser aux travaux de Anthony Sutton, qui faisait le lien entre la haute banque, la haute finance de New York et la révolution bolchevique. On a l'impression qu'au-delà de cette dichotomie, de cette séparation, de cette opposition qui a traversé tout le XXe siècle, il y a une sorte de lieu où se fait une certaine unité, et c'est ce qui m'amènerait à la question pour Xavier Poussard. Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler des hommes qui ont amené à cette crise, et en particulier des hommes qui ont été impliqués dans la crise des subprimes ? Donc dans le cadre de Faits et Documents, j'ai publié, je pense, le papier de référence sur le Grand Reset pour une raison simple, et d'ailleurs qui m'a énormément surpris, c'est que ce Grand Reset a été publié, c'est un livre, alors aucun média mainstream n'avait évidemment fait le travail de faire ne serait-ce qu'un écho. Le Figaro a fait un tout petit écho lors de l'annonce du Grand Reset en juin, mais n'a pas mentionné le livre, ni Le Monde, ni les gros médias anglo-saxons, et y compris les blogs, je dirais, alternatifs, n'avaient pas fait ce travail de simplement lire le livre et d'en extraire les citations marquantes. Donc, je dois dire que Faits et Documents a, en exclusivité mondiale, publié les meilleures feuilles du livre Le Grand Reset, publié par le Forum économique mondial de Davos. Alors, sur les acteurs du Grand Reset, j'ai envie de prendre une image toute simple, qui est une image de la culture populaire,
qui est celle de la World Company dans Les Guignols de l'info, qui était incarnée par Stallone, même si, bon, évidemment, dans le tour de table de la World Company, il ressemble très rarement à Stallone. Mais c'était l'idée des Guignols, si vous voulez, pour pas se cramer tout de suite. Et puis, de toute façon, ils ont fini par disparaître. C'est un peu comme le poème en hommage à l'Holocauste. Quand ils sont venus prendre un tel, tu n'as rien dit parce que tu n'étais pas ça, etc., etc. Et donc, finalement, ils ont été emportés, eux aussi. Et ils ont disparu. Mais leur image était excellente, cette image de la World Company, c'est-à-dire la compagnie mondiale, la multinationale, à la fois bancaire, pharmaceutique, médiatique, et puis aujourd'hui, au niveau de l'Internet. Là, ce sont, je dirais, les 4 piliers, et il ne faut pas se tromper, c'est à la fois la banque qui est au-dessus, je dirais, des grosses sociétés informatiques, et en même temps, c'est les grosses sociétés informatiques qui fournissent aujourd'hui l'outil de contrôle à la banque. C'est le rôle du logiciel d'intelligence artificielle Aladdin chez BlackRock, qui a succédé en quelque sorte à Goldman Sachs. C'était Goldman Sachs pendant la crise de 2008, et aujourd'hui on voit que BlackRock, qui déjà avait eu un rôle important dans la crise de 2008, a pris encore plus le pouvoir à l'occasion de la crise du coronavirus, puisque Yann reviendra dessus, toutes ces préconisations qui sont la monnaie hélicoptère, la nouvelle théorie monétaire, qui sont en fait le débridage intégral de la planche à billets, ont été appliquées, et de fait, BlackRock a pris le contrôle des banques centrales, ou du moins de la Réserve fédérale américaine. Puisqu'en vérité, les anciens présidents de banques centrales sont cooptés à BlackRock. Enfin, c'est une structure complètement consanguine. Alors, je voudrais insister sur un point à propos de cette World Company, et je la comparerais à un iceberg, en fait. Si vous voulez, les médias mainstream regardent ce qu'il y a autour de l'iceberg, décrivent ce qu'il y a autour de l'iceberg sans jamais parler de l'iceberg. Ce qu'on appelle les complotistes ou conspirationnistes sont ceux qui regardent l'iceberg. Or, cet iceberg a une particularité, c'est qu'il a des propriétés inverses à celles d'un iceberg normal. L'iceberg normal, sa partie immergée est beaucoup plus importante que sa partie émergée. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on regarde l'iceberg, il est très important avec des tas de fondations, des tas de banques, des tas de sociétés, des tas de young leaders, etc. Et puis quand on regarde la partie qu'on voit jamais, et en fait, elle est extrêmement réduite. Alors là, au niveau du Grand Reset, on voit très bien les acteurs qui sont en avant, c'est-à-dire le Forum économique mondial, Bill Gates ou le Prince Charles, la Fondation Rockefeller. Donc ça, ils appartiennent à la partie émergée, et on voit jamais donc la partie immergée, qui est ce qu'on a découvert, et je le dis de façon très simple, grâce à Donald Trump. Et aujourd'hui, même les journalistes les plus anti-Trump le reconnaissent. J'ai lu le livre de Fabrizio Calvi qui s'appelle « Un parrain à la Maison Blanche », qui est un livre sur les relations entre Trump et la mafia, qui est vraiment un livre à charge, et qui dit très simplement « Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait balancé à la police de Palm Beach. Les avocats ont bien expliqué que toute la documentation relative à Epstein avait été déchiffrée par Trump pour les avocats des victimes, et toute cette documentation nous révèle cette partie immergée de cet iceberg qui tente de se maintenir au pouvoir, alors que, je le dis, il pensait avoir pris le contrôle après la chute de l'URSS. Justement, c'était la fameuse fable du monde unipolaire. La Chine était rentrée dans l'OMC, avec l'idée derrière qu'ils allaient être absorbés par le marché, et que avec le marché viendrait derrière la démocratie de marché et donc le libéralisme, y compris politique. Finalement, les Chinois ont fait une prise de judo. Ils ont retourné les contraintes qu'on leur imposait pour finalement battre l'adversaire. Bon, là, c'est vraiment, on est sur le plan économique, mais il y a aussi des revers géopolitiques. Il y a des grosses figures, des porte-drapeaux de cette organisation que certains appellent mafia. Moi, je ne pense pas que ce soit une mafia. La World Company, ce n'est pas une mafia, parce qu'une mafia n'est pas nécessairement génératrice d'insécurité. Je m'explique, on est beaucoup plus en sécurité, par exemple, à Naples ou en Sicile, que dans n'importe quelle ville de France. Non, c'est une organisation, il faut le dire, terroriste, parce que c'est une organisation qui terrorise les peuples, qui les terrorise par la peur avec le Covid, qui les terrorise physiquement avec le terrorisme islamique en donnant des statuts de réfugiés à des gens qui sont partis de leur pays pour suspicion d'affiliation à des organisations terroristes. C'est le cas des Tchétchènes, on l'a vu, etc. Donc honnêtement, c'est une organisation qu'on peut qualifier de terroriste et qui tente aujourd'hui par tous les moyens de garder la main, et qui est beaucoup plus fragile
qu'on le pense. Alors, je vais citer un papier qui me semble très important, qui est paru dans Politique internationale le 5 avril, au milieu de la crise du coronavirus, pendant le premier confinement. Et donc, c'est Dominique Strauss-Kahn qui le signe, et ça s'appelle « L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise ». Et lui dit bien que le danger, c'est que la crise sanitaire nourrisse les vieilles pulsions nationalistes, mais il dit, malgré tout, que le Covid, qui est en fait le Great Reset, c'est la même chose, il y a le même rapport entre Covid et Great Reset qu'entre 11 septembre et guerre en Irak, c'est-à-dire un événement dont le récit officiel est très contestable, avec une réponse qui est apportée, qui est encore plus contestable, et la relation entre les deux est loin d'être évidente, voire même absurde. Et tous les gens d'ailleurs qui pointent l'absurdité de la causalité prétendue entre les deux événements sont taxés de conspirationnistes et évidemment évacués du débat public. Et donc Dominique Strauss-Kahn nous dit le coronavirus, c'est une occasion inespérée de reprendre les rênes. Ça veut bien dire qu'ils étaient en train de perdre les rênes. Et il dit ce choc, nous l'avons, et il conclut son papier en expliquant beaucoup dépendra de l'élection de novembre aux États-Unis. Et il dit il ne saurait y avoir d'armistice, encore moins de libération. Il s'agit d'un effort de guerre de long terme. Voilà, donc en fait, ces gens-là nous déclarent la guerre. Je le dis, c'est une organisation terroriste. C'est pas une mafia, c'est vraiment une organisation terroriste. Et ils n'ont fait qu'aggraver leur processus de destruction depuis 2008. Merci Xavier pour ces éclaircissements. Cette image de l'iceberg que vous avez employée me fait penser à cette plaisanterie de Serge Gainsbourg. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Voilà, il y a un peu de ça quand même. Alors, on va donner la parole maintenant à notre directeur de l'antenne de RFM, Yann Purdom, concernant la situation présente. Alors, Yann, vous êtes plutôt versé dans les questions financières et bancaires, les questions monétaires. J'ai envie de vous poser, parce que moi je suis beaucoup moins initié dans ces matières que vous, une question toute simple. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en 2020, Yann? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au grand reset, à la grande réinitialisation, et puis à la nouvelle théorie économique qu'on essaie de nous vendre avec, qu'on appelle la théorie monétaire moderne, la TMM, quand je me suis un peu intéressé à tout ça, j'ai vu énormément de similitudes, si vous voulez, avec ce qu'on a connu par le passé. Et du coup, ça m'a donné un peu envie de revenir sur la genèse de la crise de 2008 et tous les excès qu'on connaît actuellement. Et en fait, il y a un personnage absolument fondamental là-dedans, c'est Milton Friedman. Alors Milton Friedman, c'est un économiste américain, père de l'école de Chicago, les fameux Chicago Boys, et père du courant monétariste. Né dans une famille juive de New York, élève brillant, il émerge aux États-Unis dans le sillage de Alista Rosenbaum, dit Ayn Rand, la célèbre papesse du capitalisme individualiste outre-Atlantique. Et il fait partie de cette génération de juifs qui prend le pouvoir intellectuel et économique aux États-Unis à partir